Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Comex Insider, une émission qui est dédiée à la compréhension et à l'analyse de ce qui se passe dans les Comex de nos grands groupes français. Aujourd'hui, nous vous retrouvons à Lille, capitale des Flandres, pour vous présenter un groupe bien connu des Français, Bonduelle, et la direction financière notamment avec l'équipe de Grégory Sanson, directeur financier groupe. Alors, nous allons rencontrer l'équipe, la découvrir, les hommes et les femmes qui dirigent les différentes fonctions au sein de la finance de Bonduelle. Nous allons repasser ensemble les projets, comprendre la genèse de ces projets, la mise en place et les retours d'expérience qu'ils ont pu observer au sein du groupe. Nous allons enfin prendre un café, un moment intime avec le directeur financier pour voir un petit peu effectivement comment il voit son métier, comment il le voit évoluer. Enfin, nous aurons le plaisir d'échanger avec Christophe Bonduelle, président du groupe Bonduelle, et Xavier Unkovic, qui a été récemment nommé CEO du groupe. Merci infiniment pour votre présence. Nous vous retrouvons dans un instant pour la suite de l'émission. Vous regardez For Change. Bonjour et bienvenue au siège du groupe Bonduelle à Villeneuve-d'Ascq dans la métropole lilloise. J'ai le plaisir d'avoir autour de moi l'équipe financière du groupe, une équipe dynamique, une équipe engagée au service de nos métiers, au service de la direction générale. Alors la direction financière groupe, c'est 30 personnes ici au siège, mais la filière dans son ensemble, c'est 300 collaborateurs dédiés à la finance qui accompagnent 11 000 collaborateurs équivalent temps plein dans le groupe, avec une organisation, une direction financière groupe, d'une part, qui rayonne sur des business units au nombre de 4, qui représentent nos métiers. Nous avons 3 métiers, conserve, surgelé, frais transformés. Nous avons également différentes géographies. Nous sommes organisés Europe, hors Europe. Et puis nous avons également des pays, puisque nous avons près de 50 filiales aujourd'hui de par le monde, qui comprennent également des directeurs financiers et des équipes financières. Eh bien, la mission, c'est de construire et transformer la finance de demain pour accompagner le groupe dans sa stratégie de croissance durable à impact positif, en ayant en tête en permanence l'amélioration continue et l'innovation. Alors à notre niveau, évidemment, on est membre et acteur permanent de la direction financière, donc à la direction juridique. Mais on s'approprie et on vit cette mission au quotidien. On la transforme un petit peu pour coller à nos missions et à nos fonctions propres de la direction juridique. Donc une direction proactive qui veille au respect de la conformité, à la maîtrise des risques, mais tout en étant proche du business et surtout ouverte, à l'écoute et véritable allié de tous. La direction générale, les directions opérationnelles et les actionnaires. Nous célébrons cette année les 170 ans du groupe Bonduelle. 170 ans d'une histoire familiale, d'une histoire d'entrepreneurs, de connexion forte avec la nature que nous retrouvons dans nos 7 valeurs d'entreprise. La simplicité, la confiance, l'intégrité, l'équité, le souci de l'homme, l'ouverture et l'excellence. Ces valeurs ont aussi inspiré notre modèle de leadership Become. Merci, oui Anne-Cécile, effectivement parmi ces valeurs sont largement incarnées, également encouragées à la direction des services financiers. Et parmi ces valeurs, j'en retiendrai quelques-unes. La confiance et une responsabilisation accrue de nos équipes avec une notion qui est reprise, une notion de leadership, d'attitude de leadership qui est engagée et responsable. Autre valeur, l'excellence opérationnelle de nos équipes au jour le jour et les membres de la direction des services financiers sont reconnus en tant que tels comme réels business partners de nos business units, de la direction générale et également contributeurs de l'amélioration de la performance tout en limitant les risques. Et je rappelle ici que la trésorerie est aussi un métier de gestion risque. Et enfin, parmi ces valeurs, l'ouverture à se développer. Eh bien, les conditions que nous connaissons nous amènent aussi à évoluer dans un environnement challenging et également
à embrasser de nouvelles perspectives. Et parmi celles-ci, eh bien, je retiendrai les objectifs issus de notre démarche à impact positif qui s'appelle BIPACT, notamment que nous avons repris dans notre documentation de financement. Alors, tout d'abord, il est important effectivement de rappeler que Bonduelle est un groupe coté, ce qui nous amène de la rigueur à court terme et une vision long terme, ce qui est d'autant plus important dans un groupe qui a plus de 100 ans. En tant que financier, nous jonglons donc entre le court terme et le long terme. Sur le court terme, tout d'abord, notre rôle est de nous assurer que nous sommes en mesure de délivrer la performance sur laquelle nous nous sommes engagés. C'est important. Cela implique de travailler en étroite collaboration avec les business units, de comprendre leurs enjeux et les impacts financiers associés, et d'être capable de projeter ou de reprojeter la performance future, tenant compte du passé, mais aussi et surtout des actions et opportunités à venir. Sur la vision long terme, nous focusons plus sur ce qu'on appelle le retour de nos capitaux employés, ce qui nous amène à regarder de plus près régulièrement nos besoins en fonds de roulement et tout particulièrement la rotation de nos stocks. Et un rôle d'équilibriste. C'est ce qu'on disait, on est à la fois gardien du temple et aussi business partner. Donc on travaille avec tout le monde au quotidien et on est là pour créer de la valeur. Et on est reconnu pour la valeur qu'on apporte. Moi, je vais rebondir sur ce que Julie disait sur la valeur qu'on crée. J'ai travaillé quelques années en business unit chez Bonduelle et le fait de travailler en proximité avec les opérationnels, les industriels, les commerciaux qui ont besoin de nous, qui viennent nous voir, qui nous sollicitent, voilà, on sent qu'ils ont besoin de nous, qu'on leur apporte quelque chose et pour ça c'est une fierté et on a vraiment ce rôle de partenaire de toutes les opérations avec lesquelles on travaille. Alors, on a la chance dans nos fonctions de travailler dans une entreprise qui a à la fois une dimension familiale et donc on se connaît tous. Et de l'autre côté, comme Frédéric l'a mentionné, une société qui est cotée en bourse, donc avec les exigences d'une cotation, qui nous permet finalement d'adresser des sujets très techniques et larges. Et quand on vient faire de la finance, on cherche un petit peu d'expertise. Et cette expertise, on l'a finalement dans l'ensemble de nos métiers, des métiers de la direction financière. Donc ce côté à la fois familial, de taille humaine, avec des valeurs, et de l'autre côté, cette dimension de société cotée, permet d'attirer un certain nombre de talents. Alors, c'est peut-être pas spécifique à la fonction finance, mais ce qui caractérise Bonduelle, c'est la taille, à la fois une dimension de groupe, coté, international, et en même temps un ancrage local très fort, ce qui fait que quand on intègre des collaborateurs chez Bonduelle, ils ont vraiment le sentiment de voir l'impact concret de ce qu'ils font. Il y a un ancrage local, et il y a une proximité avec les équipes et une proximité aussi avec les propres résultats et ce qu'on délivre. Choisir une fierté, c'est pas évident, il y en a beaucoup, mais si je devais n'en retenir qu'une, ce serait l'efficacité et la réactivité dont font preuve nos équipes financières pour accompagner les métiers et prendre les bonnes décisions. Et on n'oublie pas non plus d'être innovant à nos échelles. Et on peut citer en exemple la mise en place en 2021 d'une captive de réassurance basée en France. Et en cela, c'est une première et ça souligne bien l'esprit pionnier de la fonction finance chez Bonduelle. Moi, la fierté, ce qui me fait lever le matin, c'est la matière que l'on manipule, elle est technique, la finance, et mettre de la pédagogie autour de ça, la rendre simple, la rendre compréhensible et embarquer les équipes au sens large de l'entreprise non financière dans ces sujets-là, c'est ce qui m'anime personnellement. Ce que je trouve extraordinaire, c'est la mosaïque de métiers qu'on trouve chez Bonduelle, quel que soit le pays, quel que soit le continent, du champ à l'assiette, une myriade de compétences et c'est extraordinaire de pouvoir travailler à leur contact tous les jours. Moi, je suis assez fier de le fait qu'aujourd'hui la finance n'est plus poussiéreuse. C'est-à-dire que depuis quelques années, on a fortement focusé sur l'intérêt de business partner. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette fonction finance chez Bonduelle, c'est qu'elle a permis d'offrir de très belles opportunités de développement aux collaborateurs, avec des mobilités au sein de la fonction ou en dehors de la fonction aussi, vers d'autres métiers opérationnels de l'entreprise, de la mobilité géographique. Et je vois depuis quelques années des personnes grandir, évoluer au sein de la fonction finance. Et voilà, c'est ma fierté et ce qui caractérise, je pense aussi, la filière finance chez Bonduelle.
Le challenge, il est simple, c'est l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise pour nous permettre d'avoir les moyens de nos ambitions. Donc c'est un challenge sur lequel toute l'entreprise est mobilisée et les équipes financières que l'on anime ont un rôle clé à jouer en monitorant et en donnant de la visibilité sur cette performance économique. Et de montrer que la finance, ce n'est pas que du Excel, c'est autre chose. C'est la capacité à apporter du conseil et les bons indicateurs au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Sur la partie communication financière, je rencontre des investisseurs, des analystes régulièrement et le niveau de jeu s'est considérablement élevé puisqu'on a en face de nous des gens qui sont spécialisés ESG, RSE, et qui viennent nous chercher sur nos démarches et donc pas simplement de belles promesses, mais derrière de venir creuser sur les engagements, les métriques qui sont présentées et les résultats que l'on est capable de délivrer. Donc les discussions ne tournent plus uniquement autour de la rentabilité court terme de l'entreprise et l'évolution de son bilan, mais de plus en plus ces sujets de performance extra-financière sont abordés, y compris lors de forums dédiés à la dimension RSE. Bonduelle soit vraiment le référent mondial de l'alimentation végétale. Pour le bicentenaire de Bonduelle, je lui souhaite d'être implanté dans tous les pays du monde avec un rayonnement international. Notre bicentenaire, ce sera 2050 et j'espère que Bonduelle apparaîtra comme un des contributeurs essentiels à cette lutte contre le changement climatique, ce défi qui s'impose à tous d'ici 2050. Pour le bicentenaire de Bonduelle, je lui souhaite de maintenir et cultiver cet esprit défricheur, pionnier, entrepreneurial, qui a fait sa force et qui fera son avenir. Pour le bicentenaire, je souhaite à Bonduelle beaucoup d'innovation, de territoire également, de marché dans lequel il n'est pas. C'est l'ambition que l'on se donne, mais je crois qu'à cette occasion-là, ce ne sera plus une ambition, ce sera une réalité. Pour le bicentenaire de Bonduelle, je lui souhaite de conserver des collaborateurs engagés aux valeurs terriennes telles qu'ils sont aujourd'hui. Pour le bicentenaire de Bonduelle, je souhaite au groupe de garder son ancrage local. On est né dans le nord de la France, à Renescure, et ces valeurs de la terre et du nord de la France sont très présentes dans le groupe. Et en même temps, d'avoir grandi, d'être développé partout dans le monde pour offrir de belles opportunités de grandir avec le groupe pour nos collaborateurs. Ouais, je souhaite qu'on soit vraiment solution provider pour l'ensemble des collaborateurs et que la filière finance soit aussi porteur d'avenir. Bravo l'équipe. En 2012, on a lancé un programme de vision dans l'entreprise qui s'appelait VGGO et l'ensemble des managers, à peu près 300 collaborateurs, ont travaillé sur ce que l'on imaginait pour Bonduelle en 2025. Ça a donné naissance à 21 priorités et le chantier numéro 21 s'appelait mettre une dimension financière dans la gestion opérationnelle. J'ai fait partie de ce chantier-là. On a donné un certain nombre de recommandations en travaillant à une quinzaine de personnes. Ces recommandations ont été retenues. Ça a donné naissance à Finance for Growth, qui est devenu un programme autour de l'amélioration des capitaux employés. Et j'ai eu la chance de piloter ce programme et de l'animer pendant un peu plus de 5 ans. Et donc avec un lancement officiel et opérationnel en 2014, où on a scindé cette idée en plusieurs items en se disant il faut qu'on vulgarise des éléments financiers, il faut qu'on choisisse les éléments financiers, les indicateurs, les KPI que l'on a envie de suivre. On en a inscrit un certain nombre, on s'est arrêté sur des choses simple et universelle autour du retour sur capitaux employés, en disant on a d'un côté la rentabilité au numérateur et de l'autre les capitaux employés au dénominateur, et on vient piloter cet indicateur-là. Donc on avait défini une stratégie en disant c'est ça que l'on veut piloter et on s'est donné une trajectoire. Ensuite, il a fallu former les collaborateurs autour de cette notion-là, parce qu'elle était complètement nouvelle dans l'entreprise. On était passé des notions de volume au chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires à la marge et à la rentabilité, mais on ne mesurait pas nécessairement les capitaux employés nécessaires à la génération de finalement la création de valeur pour l'entreprise.
Donc il a fallu former et on s'est dit aussi qu'il fallait absolument communiquer et de façon large. Et donc il y a eu toute une démarche marketing qui est allée de la création d'un logo Finance for Growth qui est encore aujourd'hui repris dans nos écrits. Autour de, ça a été jusqu'à la distribution de goodies dans les formations, les calculatrices Finance for Growth ou des choses comme ça, mais qui permettaient d'ancrer un petit peu le projet et de façon à ce que ça prenne également au niveau des collaborateurs. On a ouvert un volet rémunération en disant finalement si les collaborateurs comprennent par la formation les indicateurs sur lesquels ils peuvent agir, qu'ils viennent agir dessus et qu'ils améliorent la rentabilité des capitaux employés, ça doit se retrouver dans la rémunération variable des collaborateurs. Donc on bouclait un peu la boucle comme ça. Et donc moi j'ai pu piloter une équipe autour de top leaders, donc de managers, dirigeants chez nous, un spécialisé en finance, un spécialisé en communication, une personne spécialisée en RH et une personne spécialisée sur les éléments de rémunération. Et donc on avait ces chantiers qui ont travaillé en parallèle pour aboutir à finalement un programme de formation qui a été le point de départ assez innovant à l'époque. Donc on est en 2014-2015. Où pour la première fois dans l'entreprise, on a fait des formations qui étaient à la fois multilingues, mais sur de l'e-learning au démarrage pour essayer d'appréhender les notions financières chacun dans son coin et pour pas arriver dans une formation dite finance avec beaucoup d'appréhension. Donc il fallait vulgariser au maximum. C'est le premier e-learning qui a été fait dans l'entreprise. Et ensuite, on a mis en place des modules de formation sur des demi-journées ou des 2 journées d'affilée avec des niveaux différents. Ensuite, par la suite, on a développé des modules basiques et des modules advanced, donc un peu plus élaborés. On a créé des business cases, donc les gens ont travaillé sur des cas concrets au sein de l'entreprise et on est allé chercher de la performance au sein de nos capitaux employés en venant vraiment vulgariser tous ces éléments-là. On a formé sur les premières années un peu plus de 1500 collaborateurs, c'est-à-dire chez nous l'équivalent de tout ce qui est jusqu'au middle management. Et donc ça veut dire qu'on est allé en profondeur dans les usines également, là où se trouvent finalement nos capitaux employés, c'est nos usines, la matière, les machines, partant du principe que une bonne idée dans une usine, quand vous avez 50 usines, vous êtes capable de la répliquer autant de fois. Donc il y avait un effet de levier énorme dans tout ça. Voilà, et donc ça a perduré et ça s'est développé entre 2015 et encore jusqu'à maintenant. Sur les 5 premières années du programme, ce sont 150 millions d'euros de capitaux employés qui ont été identifiés et donc économisés quelque part. On a amélioré la copie de l'ordre de 150 millions. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 8% des capitaux employés du groupe. Les gens aujourd'hui, à tous les niveaux de l'entreprise, ont cette connaissance du retour sur capitaux employés et du fait qu'ils sont acteurs en local, dans les usines, dans les services centraux, les fonctions support, les fonctions commerciales, opérationnelles, de leur rôle à jouer et cette création de valeur qui peut être générée. Sur 2023-2024, on est dans des environnements d'inflation, donc des environnements d'inflation qui peuvent mettre à risque notre écosystème. On a évidemment des sujets de prix. De faire une vente, c'est parfait, on génère du chiffre d'affaires. La vente, elle est encore mieux quand elle est encaissée. Et donc, on travaille sur ces délais clients, mais on travaille aussi au monitoring de notre écosystème, nos clients, nos fournisseurs, qui peuvent être dans des situations un petit peu plus tendues, compte tenu de cet environnement volatile et inflationniste. Donc, le programme s'est adapté au fur et à mesure de l'évolution de notre écosystème. Sa force, c'est qu'il est aujourd'hui toujours aussi présent et partagé au sein de l'entreprise. Il est quelque part affranchi et embarqué dans ces sujets de culture financière pour être un acteur de demain. Le programme a continué à tourner évidemment dans des conditions différentes, mais la force et l'ancrage de cette initiative, c'est que même pendant la période un peu bouleversée que l'on a connue de Covid et de confinement, on est passé en full digital dans nos façons de travailler et dans le programme de Finance for Growth également, puisque maintenant la formation a été transformée en module digital, donc en distanciel, ce qui nous permet de réunir des équipes encore plus internationales et avec des
profils et des parcours différents. On essaie toujours dans ces modules de formation de mixer des équipes opérationnelles, terrain, usine, des gens des fonctions support, des gens des fonctions commerciales, de façon à confronter un peu les différents enjeux et qu'on ne soit pas toujours dans les mêmes sujets. Et voilà. Et donc la force de cette initiative, c'est qu'elle a réussi à traverser ces années un petit peu particulières de Covid, de confinement, en se transformant, comme on l'a tous fait finalement, en se digitalisant. Aujourd'hui, les éléments de rémunération qui avaient été mis à l'origine ne sont plus dans les parts variables des collaborateurs au sens bonus annuel fin d'année, mais intégrés dans les politiques de rémunération long terme. Donc c'est quelque chose qui s'est un petit peu généralisé et le levier est un petit peu différent. Embarqué au plus haut niveau de l'entreprise, la conviction que l'on avait, c'est qu'il nous fallait le sponsorship de bon niveau, en l'occurrence la direction générale. Et donc on a embarqué non seulement la direction générale, mais les directions de business unit pour qu'elles soient réellement actrices de ce changement. Et donc la première étape que l'on a passée, ça a été de former, on a développé ce programme de façon top-down. Donc on est allé former les 50 principaux cadres dirigeants du groupe dans un format qui était inédit à l'époque, puisqu'on les a rassemblés autour de ce business game et dans un environnement externe. Voilà, donc quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant et qui a permis d'embarquer ces gens-là dans quelque chose de nouveau et qui ont été finalement les meilleurs ambassadeurs. Donc c'était notre plus grosse crainte au départ, en se disant si on n'arrive pas à embarquer les 50 principaux cadres du groupe, on aura du mal à embarquer les équipes derrière. Et en fait, ça s'est avéré être un formidable levier. Alors je vais commencer par peut-être être un peu provocateur. J'ai pas compris la thématique au départ. Excuse-moi Alexis. Et je voyais pas en quoi l'activité commerciale pouvait avoir une action spécifique et importante sur cette thématique des capitaux. Donc un peu surpris. Mais bon, je crois qu'on n'avait pas vraiment le choix d'être embarqué, et donc on a été embarqué. Et moi, j'ai travaillé à deux niveaux. J'étais impliqué à deux niveaux. Un premier niveau qui était, j'étais formé à cette démarche, et ensuite j'ai été formateur. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que la finance pouvait être fun. Donc ça, c'était quelque chose de, pour moi, extrêmement intéressant. On a souvent une image un peu triste, difficile, une approche difficile parce qu'on a un vocabulaire bien spécifique, assez éloigné de notre quotidien de commerciaux. Et donc là, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait de vulgarisation par l'équipe. Ce qu'on a compris aussi, c'est que ce n'était pas seulement une démarche financière, c'est que l'ensemble des directions pouvaient être impliquées dans cette démarche. Et un élément aussi très important, c'est que cette démarche, c'était pas une démarche one shot, c'est qu'on devait l'intégrer à notre quotidien. Alors sur l'impact, moi j'y vois trois niveaux. Tout d'abord, c'est une réflexion au niveau du management. Donc toute mon équipe a été formée à cette démarche Finance for Growth. Ensuite également, c'est un renforcement de la proximité avec des équipes financières. Je pense par exemple au recouvrement, où on a mis en place un process de recouvrement de nos créances clients. Donc ça, c'était important. Et également, peut-être une sollicitation plus forte des commerciaux, de la valeur ajoutée de l'équipe d'Alexis. Alexis est intervenu auprès de mes clients. Également pour mettre en place des process de recouvrement, des facilités de paiement. Et ça, c'était aussi intéressant. Il y avait une vraie interaction entre les équipes. On a créé, par exemple, un pôle prévision des ventes pour optimiser nos stocks qui ont un impact, notamment dans notre activité, extrêmement important dans l'optimisation du ROCE. On a également, et ça c'était un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec les équipes, c'est d'intégrer cette démarche à l'extérieur, c'est-à-dire c'était un point essentiel de la relation qu'on avait avec nos clients. Donc c'est un sujet qu'on abordait, par exemple le sujet du délai de paiement, qu'on abordait d'une façon systématique dans toutes notre relation avec la clientèle. Et en termes de résultats, je peux vous en donner un qui est assez simple. On a optimisé sur les dernières années nos délais de paiement sur l'Afrique. On est passé de 120 jours à 60 jours. Ouais, Jean-François, on peut peut-être parler des initiatives qu'on a eues autour des containers.
Ouais, c'est un élément extrêmement intéressant qui est la genèse, c'est en fait le Covid qui nous a obligés à réfléchir sur la façon dont on pouvait remplir nos conteneurs. Et là, on a fait un travail en transversalité où on a intégré l'équipe financière, l'équipe logistique de notre principal fournisseur qui est Bonduelle Europe, et on a réfléchi à une optimisation du remplissage de nos conteneurs. En moyenne, le remplissage d'un conteneur, c'était auparavant 16 heures, et on est passé par la mise en place d'une technique qui s'appelle le slip sheet, à aujourd'hui 1h30. Donc ça, des incidences évidemment extrêmement intéressantes en termes de coûts, mais également sur la sécurité et l'intérêt des équipes supply dans le remplissage du conteneur. Je vais vous parler d'un programme très ambitieux que le groupe Bonduelle a porté sur 2021 et 2022. Un programme qui est un bel exemple de travail collaboratif, qui est une des forces du groupe Bonduelle, puisque de nombreuses équipes ont été impliquées, passées et actuelles, dans la finance bien sûr, le juridique, l'agronomie, la com externe. Donc tout le monde a travaillé ensemble autour de la genèse d'un projet qui était celui de comment on peut transformer la relation qu'on a avec nos partenaires agriculteurs, qui était historiquement une relation acheteur-vendeur de récoltes, vers une relation avec plus de liens, avec un lien plus étroit et plus durable. Donc le programme Finagri, c'est une augmentation de capital qui a été réservée aux partenaires agricoles, qui étaient en relation d'affaires depuis plus de 3 ans avec Bonduelle. Un investissement qui a été ouvert de 1 000 à 50 000 euros, avec l'application d'une décote de 10% sur cet investissement. C'est un programme innovant, hein. Ce n'est pas tous les jours qu'on ouvre son capital à une population qui n'est ni salariée ni mandataire d'une entreprise. Et donc c'est une vraie réussite, puisque grâce à ce programme, c'est près de 200 partenaires agricoles qui nous ont rejoints en tant qu'actionnaires du groupe Bonduelle et qui ont, avec un ticket moyen de 10 000 euros, participé à une augmentation de capital de près de 2 millions d'euros. Sur les aspects pratiques de l'opération, on a réfléchi assez longtemps à la façon dont on pouvait faire monter nos agriculteurs et les embarquer dans ce projet. Et on a cherché toutes sortes de véhicules pour arriver à la conclusion que l'augmentation de capital pure et simple était la forme la plus simple, et que de par la taille à la fois des tickets et du nombre de personnes concernées et de l'augmentation de capital dans sa totalité, on serait sous les contraintes réglementaires. Donc on arrivait à faire quelque chose de relativement simple, et on a simplement été aidé de notre dépositaire pour gérer finalement une population que sous des aspects de KYC, Know Your Customer, on ne connaissait justement pas en détail, donc il a fallu administrer toute cette base de données et récolter de l'information. Voilà. Mais sur le véhicule en lui-même, on est sur quelque chose de relativement simple. On a simplement mis une condition qu'évoquait Julie, de dire il faut au moins 3 ans d'ancienneté, puisque c'est finalement une fidélité qu'on venait récompenser d'une certaine façon, et pour éviter l'effet d'aubaine, de dire la décote de 10%, elle est associée à une période de blocage des titres de 2 ans, voilà, période qui est maintenant révolue. Ces 200 agriculteurs sont 200 agriculteurs français, puisque l'opération a été limitée au périmètre de la France dans cette première initiative, et ça représente à peu près 15% des agriculteurs que l'on a sollicités, qui étaient éligibles quelque part. C'est 15% d'entre eux qui sont venus, ce qui est une vraie performance, parce qu'en réalité, quand eux n'étaient pas spécialement demandeurs, donc on est allé les voir un peu à froid en disant voilà, on voudrait faire une opération, on a imaginé vous réserver une augmentation de capital, est-ce que vous seriez intéressé? Et au final, c'est 15% d'entre eux qui a embarqué, donc c'est un beau succès. Alors ce programme a été une belle occasion de renforcer les liens, un partenariat fort, un partenariat durable, avec un partage de la valeur créée. C'est une des valeurs phares de Bonduelle d'embarquer ces parties prenantes dans un projet collectif. Bonduelle, ça fait partie évidemment des choses, des petites attentions auxquelles on fait attention, quoi. On aime le local, on aime le bio, on aime les entreprises qui s'engagent. Quand je pense à Bonduelle, honnêtement, je pense aux haricots verts surgelés. Alors si je réfléchis à Bonduelle, je dirais le maïs. Voilà, c'est le mot qui me vient. Des légumes en boîte. Des très bons légumes. Des très bons légumes.
Et la qualité, le bio, le positionnement. Le céleri rémoulade parce qu'il est fait avec du fromage blanc et non pas avec de la mayonnaise. Petits pois, haricots verts. Les petits pois. Moi personnellement c'est plus le brocoli. Moi les épinards. Christophe Bonduel, bonjour. Bonjour. Quel regard vous portez sur l'évolution du groupe pendant votre ère, en termes de valeurs et de raison d'être, puisque vous êtes devenu entreprise à mission assez récemment? Vaste question. Je ne sais pas combien de temps vous me donnez pour répondre à une telle question, parce qu'en 30 ans, même plus de 30 ans, je pourrais dire même 64 ans, j'aurai 64 ans la semaine prochaine. Les évolutions ont été énormes. Et pourquoi je dis 64 ans? C'est parce que quelque part, je suis né dans un chou-fleur, on va dire, ou dans une boîte de conserve, je ne sais pas comment il faut le dire, parce que j'ai été baigné dans l'ambiance de l'entreprise familiale depuis toujours. Pour autant, vous avez raison, je suis arrivé, on m'a confié la direction générale en 92, je n'avais que 32 ans, mais il faut resituer le contexte. À l'époque, le groupe Bonduel, c'était 4 usines, c'était 4 ou 5 pays très proches de la France, et puis de la conserve surgelée. Alors des évolutions sur une telle période, il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de croissance, tant interne que externe d'ailleurs, qui nous a amené à ce que nous sommes aujourd'hui. C'est un groupe de quarantaine d'usines qui est présente à la fois en Europe occidentale, mais aussi orientale, mais aussi en Amérique du Nord, mais aussi un peu en Amérique du Sud. Voilà, qui a fait des ruptures stratégiques majeures en passant de la conserve et surgelée uniquement à aussi au frais, et au préparé. Et au préparé, absolument, il y a deux sortes de frais. On va l'appeler réfrigéré plutôt, parce qu'en fait, entre une salade en sachet et des produits traiteurs comme on fait, ce sont des choses différentes, ce sont d'ailleurs des usines différentes, etc. Donc à la fois des évolutions technologiques, des évolutions géographiques très importantes. Et puis, avec au passage forcément des passages et des transmissions de génération à l'autre, etc. Donc c'est à la fois, j'ai eu la chance d'avoir une époque passionnante, que j'ai essayé d'assumer aussi bien que j'ai pu, aussi bien l'entreprise que, bien sûr, la famille, puisque quelque part, j'ai eu pendant toute cette période des casquettes un peu différentes de diriger Bonduel d'une part, mais aussi, quelque part, d'orienter la famille, d'organiser l'actionnariat, etc., avec une cotation aux bourses au passage, avec le choix d'un statut de commandite par action, de choses qui est extrêmement engageant pour la famille. Donc tout ça fait beaucoup de choses. On a fait un chemin, je crois, significatif depuis cette époque-là. Le tout s'inscrivant dans une continuité, parce que si je remontais dans l'histoire, il s'était passé beaucoup de choses, et avec d'ailleurs, curieusement, à chaque génération, puisque je représente la 6e génération, la 7e commence à arriver, des ruptures importantes en fait à chaque génération. Comme je le dis souvent, on ne peut pas gérer un existant, voilà, et que d'autre part, une génération, pour se légitimer, doit quelque part réussir des ruptures. Donc nous, ça a été des ruptures dans le domaine technologie, dans le domaine géographique, etc. Il y en aura d'autres qui arriveront. Ceux d'avant avaient fait des ruptures importantes aussi. On est passé de la distillerie, etc. Voilà, le monde est en mouvement. Et l'absence de mouvement, c'est quelque chose qui tue, de toute façon. Voilà. Le passage de flambeau, ce passage de génération en génération, c'est un des points les plus critiques des entreprises familiales, évidemment. Vous êtes la 6e. On peut dire qu'au fur et à mesure des générations, vous avez réussi ces passages de flambeau à l'échelle des 170 ans qu'on regarde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on prépare une génération? Vous savez, vous dites que c'est un point. Alors, je suis forcément un chantre des entreprises familiales, parce que c'est un modèle pour moi très, très puissant, quelquefois dénigré, mais néanmoins très puissant. Qui a ses propres écueils ou ses propres difficultés. Vous appelez ça des points critiques, et moi j'ai tendance les obstacles à les transformer en opportunités plutôt, à y voir, et le mot n'est pas neutre pour moi, des occasions de régénération. Et ça me plaît parce que passage d'une génération à l'autre,
ça régénère. Au sens que, tout simplement, et je ne suis pas dupe, j'ai 64 ans aujourd'hui, j'ai 38 ans de Bonduelle dans les pattes, etc. Il faut être lucide, on finit par, au bout d'un moment, avoir du mal à imaginer les choses autrement, à avoir du mal à imaginer les ruptures possibles, etc. À peut-être commencer à vivre avec des tabous et des choses comme ça, et ça c'est la fin de tout. Bon. Et donc je vois moi plus des occasions de ces passages de génération comme des occasions de régénération, de mettre des regards nouveaux, des yeux nouveaux, et la plus grande difficulté étant pour la génération d'avant de s'organiser pour laisser les mains libres. J'entends trop souvent ouais, j'ai transmis le pouvoir, mais je continue à tirer les ficelles par derrière. Hein, bon. Et à laisser réellement le pouvoir. Et je suis très, très reconnaissant. Moi, la génération qui m'a précédé, le jour où ils nous ont dit, il y a une espèce de règle non écrite chez nous, c'est autour de la soixantaine, on abandonne les postes opérationnels, ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne des postes d'instance, de conseil d'administration ou de choses comme ça. Et vous, c'était 2018, de mémoire, sur la partie PDG, vous êtes devenu président en 2018. C'est-à-dire que moi, donc en 92, à l'époque, j'étais expatrié en Espagne. On a fait appel à moi pour... on a changé de mode de gouvernance d'ailleurs, puisqu'on s'est mis en directoire à l'époque, avec un président d'ailleurs non familial, qui a été nommé pour la première fois de notre histoire, ce qui fait que ce n'est pas un tabou. Donc voilà, et puis au bout de 8-9 ans avec le président de l'époque, il a fini par me dire, Christophe, il ne vous a pas échappé, vous allez me succéder, il faudrait peut-être que vous y mettiez. Moi je me serais très bien comme ça, je ne suis pas pressé du tout, on se complète bien, tout ça. Bon bref, toujours est-il que j'ai été nommé effectivement président du directoire puis PDG en 2001 et en 2005. Donc voilà pour ma propre histoire. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que le jour où la génération qui m'a précédé nous a dit voilà les clés, mais ils l'ont fait vraiment, et ils nous ont fait confiance, et ils nous ont laissé réellement décider des choses, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne siégeaient plus du tout dans les instances, mais en refilant vraiment les clés. Bon. Et ce que je m'apprête tout simplement à faire, parce que j'ai apprécié cette façon de faire, avec la génération qui nous suit, donc la 7e génération. La 7e. On revient sur cette question de préparation de génération. On ne devient pas, on n'est pas en capacité totalement et de façon naturelle de récupérer un tel pouvoir, ou en tout cas de vraiment mettre les mains sur le guidon comme ça. Ça se prépare, ça s'anticipe. Est-ce que peut-être vous avez dans la famille Bonduelle une recette secrète un petit peu, ou quelques aspects auxquels vous faites particulièrement attention dans le cadre de cette préparation de nouvelles générations? Forcément, quand vous arrivez dans ces rôles-là, ce sont des rôles généralistes, et non pas d'experts d'un domaine donné, etc. Nous n'avons pas chez nous de parcours professionnel. Il se trouve qu'en ce qui me concerne, si je refais ma propre histoire, j'ai eu la chance de commencer par usine, alors que j'avais fait une business school. J'ai insisté le jour où on m'a fait signe. Oui, je vois que vous êtes bien renseigné. Excellente école, au demeurant. Je partage votre avis. Pourquoi vous êtes EDEC aussi? Et d'avoir insisté au départ, c'était sous la présidence à l'époque de Bruno Bonduelle, qui m'avait dit je rentre le 1er mai 85 chez Bonduelle, je rentrerai volontiers en même temps qu'un jeune, tiens Christophe. Bon, et puis à cette époque-là, j'avais dit pourquoi pas, mais à la condition de rentrer par usine, alors que j'avais fait une business school, donc c'était contre-intuitif un peu quelque part. Et j'avoue que c'est un passage pendant 5 campagnes, 4 ans, dans une usine qui m'a beaucoup plu, et surtout beaucoup servi par la suite, après, pendant tout mon parcours professionnel. Parce qu'ensuite j'ai démissionné, figurez-vous, au bout de 4 ans, parce que j'en ai marre du regard des cadres sur un héritier, là, etc. Est-ce qu'il mérite vraiment sa place, ou est-ce qu'il l'a parce qu'il s'appelle Bonduelle, des choses comme ça. Moi j'avais dit stop, moi je vais créer ma boîte. Et puis j'ai été rattrapé par le fond de la culotte en disant t'as raison, après tout, t'es entrepreneur, va donc créer une boîte, mais après tout, pourquoi tu n'irais pas la créer pour nous plutôt? Et c'est comme ça qu'on m'a envoyé créer nos filiales espagnoles et portugaises, où j'ai passé 3-4 ans. Tout ça pour dire que imaginer des parcours qui forgent un généraliste, etc., je pense que c'est un peu une peine perdue. Pour autant d'y penser et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu des compétences et une façon de se frotter aux clients d'une part, aux fournisseurs agricoles en ce qui nous concerne d'autre part, et des choses comme ça, pour peu que quelqu'un en ait le goût. On a le droit aussi d'avoir un goût autre, d'ailleurs. Une vraie expertise dans un domaine donné, donc très profonde, et voilà. Bon.
Mais il est clair que je pense que ça me sert aujourd'hui d'être passé par usine depuis longtemps, d'être passé par des équipes commerciales et des clients à un autre moment, etc. Et de me forger une compétence plutôt généraliste et donc expert en rien et donc mauvais en tout, quoi. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Donc une façon, effectivement, un parcours protéiforme en fonction des souhaits de chacun. Et vous, en tout cas, ça a commencé en usine. Elle était où cette usine, juste pour... Elle était dans un village, parce que nous, les usines, c'est dans 2 villages. Hein, Bien sûr. C'était où alors? Alors c'était à Beauvais. À Beauvais. Un bled à côté de Beauvais qui s'appelle Varluy, qui malheureusement est une usine qu'on a fermée depuis d'ailleurs. Bon. Alors ça, c'est pour l'aspect professionnel. Et puis après, il ne faut pas oublier l'aspect familial, bien sûr. Et là, ça passe beaucoup plus par montrer que le bien commun passe avant tout, hein, d'une famille, sans... comment dire, préjugés, et encore moins avec des réflexes d'atavisme. Alors là, c'est la fin de tout, quoi. Bon, voilà. Merci infiniment pour ce regard que vous portez sur ce passage de flambeau. Une question peut-être sur la fonction finance. Cette émission est dédiée à la direction financière de Bonduelle, et vous avez la sympathie de venir passer un moment avec nous pour en parler. Comment la fonction finance est-elle créatrice de valeur dans ce groupe qui est à la fois familial et coté? Vous savez, on a des enjeux importants. Les 2 mamelles, je pense, les plus importantes de toute entreprise, c'est la finance et les hommes. Sans finance, sans moyens financiers, on ne fait pas grand-chose. Et puis, sans hommes, encore moins. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs que je préfère avoir des bons dans un secteur difficile que le contraire. Hein, d'avoir des mauvais dans un secteur facile. Je préfère clairement. Nous avons un secteur difficile. On a des enjeux à la fois sur le plan structurel d'ailleurs et à la fois conjoncturel qui sont importants et difficiles. Sur le plan structurel, un métier qui génère peu de profitabilité, du fait des aléas climatiques, du fait d'un certain type de concurrence aussi qui ne résonne pas forcément comme nous, qui sont des coopératives agricoles. Hein. J'ai rien contre les coopératives agricoles, mais qui ont leur propre prisme, leur propre... voilà. Un métier avec des aléas climatiques forts, etc., qui tout ça génère une rentabilité très faible, de l'ordre de 4-5%, si on la mesure en résultat d'exploitation, ce qui est quand même pas épais, notamment au regard de la force de nos marques. Il y a un autre élément qui fait que c'est structurellement peu rentable, c'est que le poids sur nos marchés à nous, des marques distributeurs, est très très important. Bon. Donc voilà, il y a des aspects structurels de ce type-là, qui fait que le métier de la finance, forcément, il est important en termes de capacité à analyser la valeur. L'épaisseur du trait est importante quand on fait 3, 4, 5% de résultats. Quand on est au centime, quoi. Hein, bon. Et puis, un autre aspect de notre métier, c'est qu'il est extrêmement gourmand en capitaux nécessaires. Du fait de la saisonnalité, parce que malheureusement, on a cherché, hein, mais on n'a pas trouvé comment faire pousser des petits pois au mois de janvier. Hein, voilà. Bon. Et donc, la saisonnalité fait que on a des capex importants, hein, parce qu'une usine va faire des petits pois. Si je prends l'exemple des petits pois, ce serait pareil pour les carottes ou les haricots, mais pendant très peu de temps, pendant 4 semaines, 5 semaines dans l'année. Ce qui veut dire des grosses installations industrielles qui ne vont tourner que 4 ou 5 semaines dans l'année pour un légume donné. Et puis malheureusement, les machines ne sont pas les mêmes pour faire des petits pois ou des carottes. Donc on ne peut pas mutualiser, évidemment. Voilà, et donc en CAPEX, mais du coup ça se traduit pour la fonction financière en besoin en fonds de roulement important, parce que ça veut dire qu'on a des stocks énormes. À la fin octobre, à la fin de la saison estivale et donc de récolte, de transformation, etc., on va se retrouver avec les 3/4 de notre chiffre d'affaires annuel en stock. Et donc ça, la fonction financière, ce BFR, les CAPEX, etc., avec une rentabilité faible, évidemment, il faut qu'elle trouve les astuces, les moyens, etc., techniques d'y répondre. Ça, c'est pour les aspects structurels. Donc la fonction finance est très très importante pour nous. Puis il y a des aspects bien sûr beaucoup plus structurels, ou conjoncturels, pardon, qui sont l'environnement est ce qu'il est, l'inflation est ce qu'elle est, et se traduit d'ailleurs en BFR, en besoin en fonds de roulement sur les stocks. Hein, forcément, si vous avez des stocks qui inflatent, le besoin en fonds de roulement, il inflate aussi. Bien sûr, un coût de la dette qui s'alourdit. Voilà, que ce soit l'épisode de la guerre de l'Ukraine, de la Russie, etc., et nous sommes présents en Russie depuis 30 ans, forcément, il faut prendre des précautions, etc., que ce soit
Le coût de l'argent, hein, il a échappé à personne qu'on s'était habitué à un argent facile. Oui, mais ce n'est plus le cas depuis un an quand même. Les taux d'intérêt ne sont plus les mêmes. Que ce soit la volatilité d'échange aussi. Parce que quand vous êtes présent en Hongrie, en Russie, aux États-Unis, au Brésil, etc., bah, vous avez des changes qui fluctuent, et Dieu sait qu'ils fluctuent fort en ce moment avec la conjoncture. Et ça suppose bien sûr de mettre des outils en place de couverture, comme on appelle ça, de bien produire au bon endroit, etc. Tout ça fait que l'équation globale, que ce soit pour des raisons structurelles ou conjoncturelles, la fonction finance était évidemment absolument essentielle. Et sur l'homme alors, puisque vous avez recruté Grégory Sanson il y a un peu plus de 20 ans. Alors il n'était pas forcément CFO à l'époque déjà. Vous l'avez vu, lui, monter en compétences, s'accomplir dans un groupe qui aujourd'hui il présente comme presque, comme quelque chose de très... Il y a beaucoup d'émotions évidemment quand il nous en parle, vu son engagement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Grégory Sanson? Je pourrais en dire beaucoup de choses, à la fois sur l'homme qui est Grégory, mais à la fois aussi sur le duo, ou plutôt le trio maintenant, puisqu'on a distingué la fonction de chairman et de CEO. Donc j'avais depuis des années, j'étais PDG et j'avais mon CFO. Et donc c'était duo, et on est passé à un trio, puisqu'on a distingué depuis 5 ans les fonctions de présidence et de direction générale. Il y a des recettes évidentes de compétences, bien sûr, techniques, quand il s'agit d'aller swapper des taux, quand il s'agit d'aller swapper des changes, quand il s'agit d'aller choisir des moyens de financement. Créer une captive d'assurance. Créer aussi une captive d'assurance. Quand on est allé se financer aux États-Unis sous forme de notes privées, etc. Un USPP pour Bonduelle, c'est sûr que c'était pas forcément... On a été les premiers d'ailleurs. Bon, voilà. Et donc de gérer ce mix de financement, etc. Il faut des compétences techniques. Donc ça suppose la compétence, ça suppose de l'engagement bien sûr, et Dieu sait que Grégory est engagé, je pense très attaché à l'entreprise, très attaché au passage à la famille aussi, à sa culture à la fois d'entreprise et sa culture de famille, dont je ne sais plus qui fait l'œuf qui fait la poule qui fait l'œuf, entre les deux d'ailleurs, peu importe. De transparence aussi, c'est une grande qualité. Il ne s'agit pas d'être politique, il ne s'agit pas d'aller cacher ou changer des choses parce que ça ferait mieux d'eux. Non, il faut de la transparence. Et tout ça, moi, je le traduis en connivence, tout simplement. Il faut avoir du plaisir à être ensemble, il faut se comprendre, il ne faut rien se cacher, il faut, etc. Et toutes ces qualités-là, Grégory les a, en tout cas, il les a eues avec moi. Et je suis persuadé que ça va continuer. C'est un collaborateur, un dirigeant, un membre du COMEX qui est essentiel. Un mot sur ce trio avec Xavier, que nous avons interviewé également lors de cette émission. Xavier, Grégory, vous, j'imagine que ça ne s'arrête pas là, il doit y avoir d'autres collaborateurs, mais ce trio-là, voilà, donc comment s'organise-t-il, comment vous le voyez, et leur duo à eux, comment vous le voyez évoluer? Écoutez, ce trio-là, il est récent quand même, puisque Xavier est arrivé il y a 6 mois, presque jour pour jour, le 1er juin. Donc c'est récent. Je lui ai fait un programme de découverte d'entreprise un peu dense d'ailleurs. Bon. En mettant à profit au passage sa grande expérience de l'Amérique du Nord, où en 6 mois de temps, il est allé déjà 4 fois, il en revient. Il était encore pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu nouveau. Donc quand c'est comme ça, on est des hommes, chacun doit trouver un peu ses marques. Mais je crois pouvoir dire, je ne sais pas trop ce que vous a dit Xavier à l'antenne, mais je crois pouvoir dire que ça y est, les marques sont trouvées, il a trouvé sa place, il amène forcément un souffle et un regard nouveau sur ces choses. Au passage, il est végétarien, ça tombe bien, ça n'a pas été un critère de recrutement, bien sûr. Voilà, et donc ce trio qui se met en place entre lui-même, Grégory en tant que CFO, et puis moi-même en tant que chairman, avec les aspects chairman de l'entreprise, et sans avoir perdu les aspects familiaux, bien sûr, dont je ne me prive pas de lui expliquer ce que sont les attentes, les inputs de la famille, etc. Tout ça se met en place, et je crois pouvoir dire fonctionne bien. Jusque-là, c'était de la découverte, maintenant on rentre dedans. Là.
Merci beaucoup, Christophe Bonduel. Un dernier mot peut-être sur... Donc là, on fête les 170 ans cette année, en 2023, du groupe. On les a fêtés, oui. Vous les avez fêtés. Donc d'abord, joyeux anniversaire Bonduel. Même si vous ne serez peut-être pas chairman dans 30 ans, qu'est-ce que vous souhaiteriez au groupe pour son bicentenaire? Alors, je serai peut-être pas, je serai sûrement pas. C'est certain que dans 30 ans, je ne serai plus Germain, 94 ans, voilà. Et puis, qui plus est, avec les règles que je vous ai dites, non écrites chez nous d'ailleurs, hein, ne pas s'incruster, de laisser la place à des regards nouveaux, à la génération suivante, en refilant réellement les clés, etc. Donc, à l'évidence, non. Alors, ce que j'espère dans les 30 ans qui viennent, c'est tout simplement que ça continue, qu'on soit toujours là, que l'ambition nouvelle, enfin en tout cas nouvellement formalisée pour le groupe, d'assurer la transition vers l'alimentation végétale avec cette dimension RSE, parce qu'on est des paysans, et on sait que notre actif le plus précieux, c'est quand même la planète, hein, c'est quand même la terre, c'est quand même l'eau, c'est quand même etc. Parce que sans tout ça, pas de légumes. Voilà, et donc il faut le protéger. Voilà. Et que donc cette dimension-là est très importante chez nous et que ça perdure. Mais au passage, bien sûr, en essayant d'améliorer la performance, le cash flow, etc. Parce que, tout simplement, on n'a pas les moyens de nos ambitions. Bon, alors ça oblige à être astucieux quelquefois, et je pourrais donner X anecdotes, mais donc qui est quand même un niveau de rentabilité qui nous permette de servir et de financer nos ambitions. Mais donc voilà, dans 30 ans, on sera en 2000 combien? En 2050, on va dire. Bon, que le chemin continue, que les gens continuent à être heureux, que cette dimension-là fasse qu'on ait une attractivité en tant que marque employeur qui demeure et même qui est déjà très bonne, mais que ça s'améliore encore. Que l'ambiance et l'esprit dans la famille, la solidarité dans la famille perdurent. Voilà, ça fait déjà beaucoup de choses, non? C'est déjà pas mal. Merci infiniment, Christophe Bonduel, pour votre participation à cette émission. Je vous en prie, merci. Xavier Jankovic, bonjour. Bonjour Mathieu. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes appointed CEO, vous avez été nommé CEO du groupe Bonduel en juin 2023, il y a quelques mois. C'est ça. Donc bienvenue dans le groupe. Merci. J'ai une première question à vous poser. Vous êtes franco-canadien, de ce que j'ai compris. Donc vous avez une carrière US. Ça répond d'ailleurs à pas mal d'enjeux Bonduel et c'est pour cela notamment que vous avez été nommé puisque vous connaissez finement ce marché. Mais au-delà de la raison stratégique, moi j'ai besoin de savoir pourquoi aujourd'hui, alors même que vous pouviez peut-être rejoindre pas mal d'entreprises, vous vous êtes orienté vers Bonduel et vous avez fait ce choix. Oh, c'était peut-être une longue réponse à cette question, mais en tout cas, pour moi, elle est très claire, ma réponse. Elle est associée à la mission de l'entreprise et l'actionnariat de l'entreprise. La mission, parce qu'elle me parle au quotidien. Moi, je ne mange pas de viande. Alors attention, je n'ai rien contre les gens qui mangent de la viande. Au contraire, je pense que être flexitarien, c'est un geste qui est bon pour la santé, bon pour la planète. Moi, je suis végétarien, donc je suis allé un peu plus loin. Mais en tout cas, cette mission d'entreprise me parle au quotidien et m'anime. Parce que c'est vraiment la personne que je suis, qui pense énormément aux bienfaits de l'alimentation végétale sur la santé, et aussi aux bienfaits et à l'impact de cette alimentation végétale autour de la planète. Donc la mission. Et puis l'actionnariat familial, parce que j'ai travaillé pendant plus de 25 ans pour des entreprises familiales, et je reconnais les bénéfices, notamment dans les décisions et l'impact à long terme, là aussi, pour le bienfait des personnes et le bienfait de la planète. Donc voilà, je me sens bien, parfaitement en phase et aligné avec l'entreprise, sa mission et son actionnariat, et bien sûr ces personnes qui travaillent chez Bonduel parce qu'ils sont animés par, là aussi, la raison qui m'anime, c'est-à-dire la mission et l'actionnariat. Comment on construit son rôle de leader dans une boîte familiale? Comment, a fortiori, quand il y a une croissance internationale à orchestrer, ce lien entre le territoire, le local et les ambitions, ce lien avec la famille et du coup ce leadership que vous devez trouver au milieu, cet équilibre. Alors, d'abord, tu l'as dit Mathieu,
la famille, c'est la clé de voûte. Ça fait 170 ans que Bonduelle existe et est vivant grâce à cette famille. Et donc cette famille, elle impulse des choses qui sont tangibles et intangibles dans l'entreprise. Et être au cœur être connecté à cette famille est essentiel. Parce que cette mission d'entreprise, c'est aussi la mission de la famille. Les valeurs de l'entreprise, c'est aussi les valeurs que l'entreprise veut défendre et que l'entreprise a. Donc c'est très important d'être connecté à cette famille et de pouvoir leur faire exprimer quelles sont cette mission, quelles sont cette valeur, et donc leur faire des propositions aussi sur la façon dans laquelle l'entreprise doit avancer, parce qu'elle avance depuis 170 ans, et donc être capable de transcrire cette ambition familiale en ambition business au quotidien, à travers des plans à 3 ans, à travers des budgets, c'est un de mes rôles, et un des rôles de mon équipe aussi, parce que je ne travaille pas tout seul. Parce que vous parliez de leadership et de leader. Le leader existe grâce à une équipe. En tout cas, c'est ma vision de la façon dans laquelle un business doit opérer. Et donc, c'est d'être capable, avec une équipe, de transcrire cette vision à long terme d'une entreprise avec des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme. Et des priorités. Et des priorités, bien sûr, la prioritisation, priorisation. On m'a dit, dans l'oreillette, que vous aviez fait le tour de quasiment tous les sites lorsque vous êtes arrivé. Pratiquement. Pratiquement. En tout cas, vous avez vraiment eu à cœur de voir, de rencontrer beaucoup de gens. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un élément que vous avez partagé avec eux lorsque vous vous êtes présenté à eux, ou alors un élément qui vous a marqué particulièrement pendant ces rencontres? Pour moi, ce qui m'a marqué le plus pendant ces rencontres, c'est le sourire des personnes. On a des gens qui ont une pêche et une motivation phénoménale au quotidien. Notre métier est un métier pas si simple, et néanmoins passionnant, et les gens ont un engagement et une motivation extraordinaire. Et en fait, je n'ai pas une photo où je suis avec les personnes sans qu'ils sourient, sans qu'ils aient une motivation forte, et c'est ce qui m'a le plus interloqué et ravi. Et en fait, j'ai pas été étonné, mais quel bonheur, voilà. Une question peut-être sur les enjeux actuels et le futur proche du groupe, sur la partie US notamment, puisqu'effectivement le cours a connu une correction suite effectivement à cette performance US. Juste un point sur cette mission-là, puisqu'on vous sait on vous sait ici notamment pour cela. Comment vous allez comment vous allez impulser ce retournement? On m'a dit qu'il avait déjà bien commencé. Alors, oui, alors j'espère que je ne suis pas là que pour ça, parce que sinon, ça serait dommage. On a une très belle équipe aussi, aux États-Unis, notamment. Il y a un CEO, une équipe de direction, des personnes qui travaillent au quotidien pour faire en sorte que ce retournement de situation ait lieu. Moi, j'apporte ma petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire que oui, je connais très bien ce marché. J'y ai opéré depuis plus de 20 ans. Donc, j'apporte peut-être une certaine perspective, un sounding board pour mon équipe locale. Je suis très confiant sur la capacité de Bonduelle à réussir aux États-Unis. On a eu des problèmes structurels et conjoncturels. Les problèmes structurels sont en train d'être réglés. Donc là, on a revisité notre appareil industriel pour être plus pertinent par rapport au marché dans lequel on opère. Conjoncturel parce que on n'était pas prêt pour subir le grand chamboulement de la situation liée au Covid. Et donc, on a eu des problèmes de taux de service significatifs qui ont impacté la notion de confiance qu'on avait réussi à développer avec nos clients. Et donc, on n'a pas eu de disponibilité de nos produits sur les étagères. Donc, on a accumulé les erreurs. Nous sommes en train de les corriger. Je suis très confiant sur la capacité de correction. Et cette mission, qui est la transition vers le végétal, elle est pertinente partout dans le monde, et encore plus en Amérique du Nord, où, vous le savez peut-être, le taux d'obésité est autour de 40%. Il y a un vrai problème de santé significatif. Et on est là, on est là pour aider. Donc on a une mission qui est pertinente, on a des équipes aujourd'hui qui sont en place et compétentes.
ce qui n'était peut-être pas le cas à un certain moment. Et on a des structures en place. Donc moi, je suis très confiant. Les progrès sont significatifs depuis un an déjà. On a encore beaucoup de boulot, parce que c'est tout un processus qui va nous prendre entre 2 ans et 2 ans et demi. Mais pour moi, ça ne fait aucun doute. Voilà. Merci beaucoup. Quelle est votre vision du duo entre le CEO et le CFO, puisque cette émission est notamment dédiée à la direction financière du groupe Bonduelle? Essentiel. J'ai l'habitude de dire, avec le CEO, il y a 2 copilotes. Il y a la personne qui s'occupe des hommes et des femmes au quotidien, donc la responsable des ressources humaines, et le CFO, donc la personne qui est en charge des ressources financières de l'entreprise, quelque part. Alors, c'est un bien grand mot, les ressources financières, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 rôles pour un directeur financier. C'est le rôle de gouvernance, qui est essentiel, c'est-à-dire qu'on produit des résultats, on produit une situation financière de l'entreprise, il faut qu'elle soit juste, et c'est très important. Et puis après, il y a la partie assistance financière, ou plus que financière, assistance à la création de valeur. Et c'est pour ça que le terme CFO, c'est bien, mais pour moi, il y a mieux. Chief Value Officer. Voilà, value, parce que la création de valeur, c'est ce qui intéresse l'entreprise et ce qui doit intéresser les entreprises dans le futur. Et cette capacité au directeur financier à apporter de la valeur, pour moi, est beaucoup plus importante. Et c'est pour ça ce terme copilote, c'est la création de valeur, assister le CEO à créer de la valeur et l'ensemble des membres de l'entreprise à créer de la valeur financière, sociétale, environnementale, parce que les entreprises ne sont plus jugées que par leur bilan aujourd'hui, et c'est bien. C'est-à-dire que l'impact au niveau de valeur est très important pour le monde extérieur. Il n'y a pas que la finance, il n'y a pas que les résultats financiers, et tant mieux. Mais la création de valeur, prendre les bonnes décisions, la prédictabilité des résultats à venir, la prédictabilité des 18 mois à venir en fonction des stratégies qui sont développées, là, le CFO a vraiment un rôle à jouer qui est essentiel. Donc, ce n'est plus une histoire où on constate des résultats, parce que chaque fois qu'on constate et on sort un bilan, un compte de résultats, on est déjà dans le passé. On regarde derrière nous. C'est la capacité du CFO à regarder devant, à être capable d'aider son CEO à prendre les bonnes décisions, parce qu'on a la capacité à vraiment se projeter sur de la prédiction, en fait. Et donc là, le financier ou la direction financière joue et doit jouer pleinement son rôle. Et on voit qu'avec la certification B Corp que vous arrivez à adosser à de plus en plus de vos activités, on voit que vous prenez le chemin, puisque c'est une des certifications les plus exigeantes aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Un mot sur Grégory Sanson en tant que tel, l'homme que vous avez rencontré il y a quelques mois, comment vous le définissez, comment vous travaillez ensemble? Super, authentique, accessible et puis humain. Donc c'est très important. L'accessibilité parce qu'il est toujours là et on a toujours besoin de son directeur financier. Authentique parce que le parler vrai, c'est important. Et de se dire les choses de façon humaine et en toute confiance, c'est essentiel avec son CFO. Pas qu'avec son CFO, hein, mais c'est hyper important. Et puis, voilà, et puis collaboratif, parce que là, on co-construit. Et moi, je suis très dans la co-construction. Donc la capacité à échanger, à se dire les choses, à ne pas être d'accord, c'est très important de ne pas être d'accord. Et en tout cas, de se retrouver dans un meilleur endroit après la discussion et le débat. Donc voilà, c'est un CFO que vous voulez avoir, hein, en fait, c'est ça. Hein. Merci beaucoup, Xavier Nkovic. Est-ce que vous avez un souhait pour Bonduelle et les collaborateurs de Bonduelle pour 2024 ? D'abord, un souhait d'être en pleine santé, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'être en pleine santé. Le souhait de s'éclater au quotidien, parce que la vie est trop courte, hein, on n'en a qu'une. Hein, en tout cas, c'est une certitude. J'espère qu'il y en a plusieurs. Mais que l'entreprise puisse les animer, mais qu'ils animent aussi les entreprises. Le souhait qu'ils se sentent libres de faire des propositions, libres d'impulser une différence dans l'entreprise. En tout cas, c'est mon souhait, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais de proposer.
Voilà, parce qu'on a tous un rôle essentiel à jouer. Tous les employés de Bonduelle ont un rôle essentiel à jouer. C'est pas que le financier, mais tous sont voilà. On invite qu'ils puissent se sentir tous invités à faire une différence au quotidien. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette interview. Je vous remercie infiniment d'avoir pris quelques minutes avec nous. Merci Xavier. Un vrai plaisir. Grégory Sanson, à nouveau bonjour. Bonjour Mathieu. On a passé un moment très sympathique où vous avez présenté un peu le vaisseau amiral, la direction financière. Il y avait les hommes et les femmes qui bossent avec vous au quotidien. Là, si vous le voulez bien, on va plutôt se concentrer sur vous pendant un petit moment ensemble. Avec plaisir. Alors, l'idée, c'est de comprendre un petit peu effectivement comment vous voyez votre métier. On commence peut-être par la question la plus ouverte finalement. DAF, c'est rarement un rêve de bac à sable. Comment est-ce qu'on y vient et vous, à quel moment cet intérêt pour le métier? Comment s'est construit votre carrière finalement pour arriver à la direction financière du groupe Bonduelle? Alors effectivement, je ne pense pas qu'on naisse DAF, et voire même qu'on en rêve. C'est en fait un parcours qui se construit. Pour ce qui me concerne, c'est simplement un intérêt très grand que j'avais pour l'économie dans le secondaire et puis dans ma carrière universitaire, puisque ensuite je suis allé en école de commerce et études de comptabilité finance, mais j'ai commencé par l'université. Et puis quelque part, la finance est passée aux travaux pratiques de l'économie. Donc je m'y suis intéressé. Ma première étape de carrière professionnelle, c'était l'audit, ce qui m'a permis de découvrir d'abord différents secteurs d'activité et trouver que l'industrie, c'était quand même sympa et très matériel. Audit en big? Audit en big, ouais. Cooper Celebrant, donc PwC, voilà. PwC maintenant. Et puis surtout de voir ce que recelait l'ensemble des métiers de la finance, contrôle gestion, direction financière, contrôle financier, et d'être séduit par ce métier de directeur financier qui rassemble l'ensemble des expertises, qui a une vision holistique à 360 degrés de la fonction. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, ce serait peut-être intéressant. Et j'ai eu l'opportunité, première opportunité en dehors de l'audit, de rejoindre une entreprise, une PME, au titre de directeur financier groupe. Ok. Et là, je crois que vous fêtez vos 22 ans au sein du groupe Bonduelle cette année. 22 ans déjà, j'imagine que c'est passé vite et que vous y êtes amusé et développé. Pourquoi une telle longévité? Qu'est-ce que le groupe vous a apporté à vous en tant que CFO? Alors, ce qui m'intéressait lorsque j'ai rejoint Bonduelle, c'était de rejoindre un groupe de biens de consommation. Je venais du B2B, donc vente à des professionnels, et puis de rejoindre une société d'une taille un peu plus importante et élément extrêmement important pour moi, qui était tourné vers l'international. Donc, j'ai rejoint Bonduelle dans un poste de directeur financier de Business Unit. C'était laquelle? C'était Bonduelle Développement. Donc, c'était tout ce qui était en dehors d'Europe. À l'époque, et en dehors de l'Europe, de l'Union européenne, il y avait la Hongrie, il y avait la Pologne, donc c'était un kaléidoscope de pays, donc une très très grande diversité. Et cette expérience est la suivante d'ailleurs, puisque j'étais pendant 3 ans directeur financier de cette BU et 3 ans directeur financier d'une BU qui était elle européenne dédiée au surgelé, ça m'a permis cette proximité avec le métier, parce que je considère qu'on est directeur financier compétent, pertinent, à partir du moment où on est en intimité avec le business. Et si on ne comprend pas le rythme des saisons, si on ne comprend pas l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est extrêmement difficile d'être pertinent sur les décisions que l'on prend, sur le pilotage, sur les choix de financement. Et donc cette période de 6 années en business unit m'a été extrêmement enrichissante pour le poste qui a succédé, qui était celui de directeur financier groupe en 2008. Je suis obligé de vous prendre au mot, Grégory. Ça veut dire que vous connaissez un petit peu le calendrier des récoltes. Bah oui, absolument. Vous savez donc. Le petit pois, c'est quand alors? Le haricot vert. Le petit pois, c'est. Donc c'est mois de juin. Mois de juin. Voilà. Le maïs, c'est de juillet au mois d'octobre. Alors ça dépend des zones de récolte. Mais effectivement, alors je ne les connais pas exhaustivement. Bien sûr. Mais en tous les cas, quelques-uns, parce que derrière ces petits pois, il y a quoi? Il y a du stock, et derrière ces stocks, il y a du financement, et ça me regarde. Bien sûr. Et on a parlé à plusieurs reprises, encore une fois aujourd'hui, des différents projets, des différentes équipes qui composent la direction financière de Bonduelle. Vous avez, en tant que CFO groupe, vous avez laissé vos équipes parler, mais qu'est-ce que vous voyez comme... quelles sont les spécificités de votre équipe, finalement, de cette direction financière? On voit, nous, sur For Change, beaucoup de DAF, d'hommes et de femmes qui viennent nous parler de leur métier. Si vous deviez en retenir une ou deux spécificités. Une ou deux, c'est peut-être compliqué. D'abord, la direction financière de Bonduelle, elle est très liée aux caractéristiques mêmes de Bonduelle.
Donc la commandite. Voilà, alors d'abord, on est une société cotée, donc il y a un certain nombre de visibilité, d'exigences aussi en termes de conformité, hein, l'autorité des marchés financiers par exemple, d'enjeux de communication financière également, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément concernant la caractéristique de la société, c'est que nous sommes aussi une société familiale. Souvent on oppose les deux mondes, quelque part on a le meilleur des deux mondes, on a la rigueur de la société cotée, mais on a la politique de long terme de l'actionnaire familial. Et donc j'ai la chance d'accompagner l'actionnaire de contrôle, la famille Bonduelle, aux côtés de Christophe Bonduelle, pour l'assister sur le plan technique, notamment sur les aspects de passage de génération qui sont extrêmement critiques dans ces sociétés-là. Donc caractéristiques, société cotée et société familiale. Et ensuite, il y a la stratégie de l'entreprise. La stratégie de l'entreprise, c'est d'abord, on est international, donc c'est 100 pays de par le monde, donc une très grande diversité, des environnements aussi réglementaires qui sont très différents, des enjeux agro-industriels. Alors pour le directeur financier, ça veut dire quoi? Ça veut dire des CAPEX, ça veut dire des besoins de fonds de roulement, ça veut dire aussi une volatilité de la performance liée à la météo. Et puis dans notre stratégie, on nourrit la moitié de notre croissance par de la croissance externe. Donc ça veut dire, pour le directeur financier, une très forte implication, et de ses équipes, une très forte implication dans les dossiers de M&A. Et puis petite particularité supplémentaire concernant Bonduelle, la responsabilité sociale et environnementale est consubstantielle à notre activité. Et donc là, la direction financière se doit de jouer un jeu particulier, et elle le joue depuis très longtemps. On a vu, hein, vous parlez de M&A, donc on a vu Cession Canada, acquisition US, ça a été un projet qui vous a beaucoup occupé, l'international au cœur du projet. Quand on a demandé ce que votre équipe souhaitait pour le bicentenaire à venir, hein, dans une trentaine d'années, pour Bonduelle, on a entendu une présence dans les 180 et quelques pays au niveau mondial. On a une idée des zones là, que vous pouvez être amené à regarder, des continents déjà, sans rentrer dans le secret des dieux. Alors, malgré ce désengagement partiel en Amérique du Nord qui est lié à un métier particulier, l'Amérique du Nord représente encore un champ d'expansion très naturel pour le groupe Bonduelle. On y est encore, hein, ça représente un tiers de notre activité, encore aujourd'hui, les États-Unis. Et puis, il y a plein d'endroits dans le monde où nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas aujourd'hui en Asie pour diverses raisons. Et puis, un continent qui va se développer en matière de population, et notre responsabilité, notre mission, c'est de nourrir les populations, c'est évidemment l'Afrique. Alors ça veut dire aussi des habitudes alimentaires différentes et probablement des modèles économiques qui soient différents. Mais on a des champs d'expansion extrêmement importants aujourd'hui, on est très loin d'avoir couvert le monde. L'Afrique, ce serait en organique ou en croissance externe? Puisque c'est quand même pas la même stratégie, c'est pas non plus forcément effectivement le même marché, les mêmes consommables. Alors on le fait aujourd'hui d'ores et déjà au travers de notre activité export. Et puis c'est aujourd'hui des réflexions sur des produits qui soient adaptés au mode de consommation en Afrique. Donc ce serait possiblement par l'interne. Ok, merci beaucoup. Votre vision du rôle de CFO en tant que leader, nous chez For Change, encore une fois, on voit les 3-4 grands piliers, sans être réducteur, du rôle d'un CFO. Le CFO stratège aux côtés de la direction générale, le CFO bâtisseur et transformant, hein, qui accompagne les transformations du groupe, le CFO performance, pilotage, garant de l'excellence des métiers et de la communication financière, on en parlait. Comment vous voyez ces piliers? Est-ce que vous en voyez d'autres? Pour moi, le directeur financier, il est orchestre et stratège. Orchestre au niveau de l'entreprise, puisqu'il a une importance évidente sur l'analyse de la performance, sur le fait de tracer une trajectoire, d'être sûr que cette trajectoire nous amène à la performance voulue, et aux côtés de la direction générale, surtout de s'assurer qu'il y ait un alignement entre les différentes fonctions de l'entreprise. C'est là où le chef d'orchestre doit s'assurer que tout le monde joue la même partition. Ça, c'est son rôle au niveau de l'entreprise. Au niveau de son équipe aussi, il est un chef d'orchestre d'une multiplicité d'expertise qui doit contribuer à la performance aux côtés de la direction générale et aux côtés des business units. Nous sommes des accompagnateurs des différents métiers. Donc ça, c'est pour la partie chef d'orchestre. Et puis pour ce qui est de la partie stratégie, au-delà de délivrer la performance, il doit y avoir une réflexion permanente de la direction générale et du directeur financier sur le modèle d'affaires,
et également le portefeuille d'activités pour épouser les tendances qui se développent et savoir se désengager lorsque c'est nécessaire. Donc c'est cette vision de moyen long terme que doit développer le directeur financier. Et puis il est également chef d'orchestre, il est également stratège au niveau de la propre transformation de sa fonction, puisque bien, on voit apparaître l'intelligence artificielle, l'automatisation, des enjeux en matière de RSE, et donc il doit se remettre régulièrement en cause, remettre régulièrement en cause son organisation, ses outils, pour accompagner correctement l'entreprise. Et donc, une main sur la boussole, une main sur le guidon. Un GPS. Un GPS, en voilà. n'oubliant pas que ce n'est pas le GPS qui conduit la voiture, mais quand même garant de la trajectoire et de la bonne direction. Exactement. Et donc, du coup, on parle un petit peu de tout dans nos émissions. On a parlé beaucoup de vos succès. Il faut quand même qu'on parle, c'est pas un échec, mais il faut quand même qu'on parle de la correction du titre. Aujourd'hui, Bonduelle. On avait en tête, vous le savez certainement bien mieux que moi, mais on va dire un titre autour d'une trentaine d'euros en zone pendant plusieurs années. On l'a vu dans les 30 euros. Aujourd'hui, on est autour de 10 euros. Vous avez fait beaucoup de choses aux côtés de Christophe Bonduelle. Qu'est-ce qui finalement aujourd'hui, vous avez d'ailleurs votre AG demain, on profite de notre venue dans vos bureaux pour d'ailleurs faire quelques prises de vue demain. Qu'est-ce que le marché n'a pas forcément saisi? Qu'est-ce que vous devez leur dire? Quels sont les éléments de langage, les éléments de preuve et de stratégie qui doivent passer pour ce titre et pour le refaire décoller? Alors d'abord, le marché a toujours raison, mais il n'a pas raison tous les jours. Il y a probablement eu des excès en termes de valorisation. On est monté jusqu'à 47 euros par action et nous sommes rendus aujourd'hui à 10 euros par action. Simplement, c'est le reflet aussi d'une situation et d'une performance. Ce n'est pas un secret. Il y a eu 3 profit warnings de rang sur la performance de Bonduelle depuis 3 années, liés en particulier à une difficulté sur nos affaires américaines en matière de frais. Donc le retournement aujourd'hui est engagé. On a la chance d'accueillir un directeur général aujourd'hui, Xavier Nkovic, qui connaît parfaitement ce marché et qui est franco-canadien, je crois. Absolument, et qui est totalement instrumental sur ce retournement. Donc nous sommes très confiants pour parvenir à ce retournement, et assez naturellement, ce retournement, cette amélioration de la performance du groupe aujourd'hui, qui est nettement insuffisante, se matérialisera dans le titre, et donc quelque part, il suffira de délivrer pour revoir le titre se revaloriser. Oui, surtout qu'en termes de ratio de dette, vous n'êtes pas élevé, vous êtes autour de 3. On sait que dans des métiers à fort enjeu CAPEX, c'est pas forcément... et en même temps avec un marché qui sera, une filière qui sera toujours là, les gens vont toujours se nourrir, on en parlait en préparant cette émission, on sait qu'il y a d'autres groupes qui sont leveragés un peu plus haut, donc c'est pas la dette qui pose problème, c'est sur ce sujet US, et une fois qu'on l'aura réglé, ça devrait rentrer dans l'ordre. Il faut dire les choses franchement. Absolument. Il faut qu'on trouve aussi des relais de croissance qui soient différents. Aujourd'hui, épouser des habitudes de consommation qui changent. Autrefois, le légume était à côté de la protéine animale, le poisson, la viande. Aujourd'hui, le légume, et d'une façon plus générale, le végétal, doit être au centre de l'assiette. Et donc, on doit passer quelque part d'un accompagnement à un repas complet. Un repas complet très largement fait de produits végétaux. On le voit d'ailleurs, les lunch balls là, qui sont à côté de vous, simplement ça passe au micro-ondes 2 minutes et vous avez un repas complet pour 3 euros, 3,50 €. Donc en plus extrêmement accessible. Et donc c'est vers ces solutions-là que l'on doit absolument se tourner. Donc il y a une situation spécifique en Amérique du Nord, un retournement et beaucoup de création de valeur, mais il faut que le reste de nos activités continue à progresser. Merci beaucoup en tout cas pour d'aborder ce point et on regardera évidemment de près l'évolution du titre et vos différentes annonces dans les prochains mois. On a parlé de votre rôle en interne, votre rôle ne s'arrête pas là. Vous avez toujours été membre de différentes associations, je pense que la DFCG qu'on peut citer par exemple, ou d'autres. Vous avez été jusqu'à prendre la présidence, et vous êtes toujours, je crois, président de Lille Place Financière. Alors, les associations avec Ville Place Financière, on en connaît plusieurs en France. Vous êtes le premier président qu'on voit, donc c'est intéressant de voir peut-être rapidement quelle est la mission de Lille Place Financière, mais aussi pourquoi c'était important pour vous de porter le métier. Et puis peut-être aussi de porter des thématiques. Je sais que vous êtes très attaché également sur les sujets de délai de paiement, de responsabilité territoire, et responsabilité filière. Et donc voilà, donc pourquoi est-ce que Lille Place Financière était était une évidence pour vous, ou en tout cas devait faire partie de votre parcours?
Alors, d'abord, je suis très, très attentif à l'ouverture sur l'extérieur. C'est vrai que le rythme du quotidien, les challenges auxquels on est confronté, charge déjà notre programme de travail, notre agenda. Mais je pense qu'il faut s'ouvrir sur d'autres expériences, sur d'autres idées. On s'enrichit chaque fois. Et moi, j'encourage mes collaborateurs à rejoindre des associations. On citait celle des directeurs financiers à la DFCG, il y a celle des trésoriers d'entreprise, le credit management. Voilà. Et exactement. Donc tout ça, ce sont des sources d'enrichissement et c'est absolument pas du temps perdu. Ensuite, concernant mon engagement à l'île Place Financière, l'île Place Financière ensemble les acteurs, les banques, les assureurs, les conseils financiers en Hauts-de-France avec un enjeu, c'est de contribuer au développement économique et à l'emploi dans les Hauts-de-France. Et alors pourquoi cet engagement? Moi d'abord, j'ai un très fort attachement à cette région. Je suis originaire de cette région qui a dû elle-même se transformer quand on pense aux secteurs économiques qui ont été les siens, quand on parle du textile, quand on parle du charbon, quand on parle des chantiers navals, vous imaginez les bouleversements qu'ils ont eu et chaque fois cette région a su se régénérer. J'y suis très attaché. Et puis, j'ai une passion pour la finance. Et donc, comment concilier les deux? Eh bien, c'est cette présidence de l'île Place Financière qui m'a été proposée. Et donc, l'idée, c'est de promouvoir ce métier auprès de la population en général. Également, peut-être faire bénéficier de mon expérience d'autres agents économiques, des PME par exemple. Faire valoir aussi auprès de ces acteurs la voix des directeurs financiers, donc le côté demande par rapport à l'offre, et puis aussi faire aimer ce métier aux jeunes générations, ceux qui sont à l'école aujourd'hui et qui vont nourrir cette place financière. Voilà, donc c'est quelque part mon engagement citoyen, mais qui vient rejoindre deux intérêts, deux attachements ou deux passions. Magnifique. L'importance des ressources humaines, parce que vous parlez des talents, des jeunes talents dans le métier de CFO, c'est prégnant. Comment s'organise le duo DRH-CFO et au sein du groupe Bonduelle? Alors c'est le cœur du réacteur. Nous sommes un métier d'intelligence et l'intelligence, elle est chez les collaborateurs. Elle ne sera jamais complètement vers l'intelligence artificielle, c'est très clair. Et donc j'attache une très très grande importance à l'animation de cette filière. Ça veut dire quoi? D'abord, servir l'organisation. Donc mettre la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Les différents métiers connaissent des situations variées, ont des trajectoires, des stades d'évolution et un profil adapté à un moment ne le sera peut-être plus à un autre moment lorsqu'on passe du développement à la maturité par exemple. Et donc toujours être en résonance entre les personnes et les enjeux du métier. Et la deuxième chose, c'est d'offrir aux collaborateurs des parcours qui soient attractifs. On est dans une guerre des talents, il faut être attractif, il faut faire évoluer. C'est vrai aussi que les aspirations aujourd'hui des collaborateurs sont en train de changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des passerelles entre le groupe, les business units, les pays, faire évoluer au sein des différentes structures les collaborateurs et puis parfois les voir aussi quitter la sphère financière ou certains d'autres fonctions, venir nous enrichir d'une vision différente au sein de la finance et c'est ce qu'on essaie de faire en couple avec la direction des ressources humaines et donc depuis très longtemps et on a été novateur là chez Bonduelle, nous avons une organisation ressources humaines dédiée à l'ensemble de la filière, c'est-à-dire qu'on couvre le groupe, les business units et les pays. On passe sur la partie fierté-doute. Les deux dernières questions de cet entretien. Grégory, 22 ans dans la boîte, si on devait retenir une fierté. Alors une, c'est peut-être compliqué. Deux ou trois peut-être. La première, c'est d'avoir contribué à faire évoluer la culture de l'entreprise. Notre ADN, c'est l'agro-industrie. Ce sont nos usines, 40 usines de par le monde. C'est la relation avec le monde agricole, c'est assez naturel. Une évolution ensuite dans l'histoire du groupe vers les ventes et le marketing, parce que notre stratégie est articulée autour de nos marques Bonduelle, marque Casgrain par exemple, et d'avoir insufflé cette vision, cette prise en considération de la nécessaire performance pour accomplir notre ambition. Et donc cette dimension de performance financière. Et puis après tout, un triptyque, un tabouret sur 3 pieds, c'est quand même beaucoup plus stable. Et donc d'avoir insufflé cette dimension-là, sans qu'elle soit aujourd'hui prédominante ou court-termiste, mais qu'en tous les cas, dans tout ce que l'on fait, elle soit présente. Et notamment, c'est le projet Finance for Growth qui vous a été présenté et qui a permis d'acculturer l'entreprise à un certain nombre de réflexes.
La deuxième dimension, je pense, c'est l'innovation. Chez Bonduelle, on y est dans tous les compartiments, l'agro-industrie, le commerce, mais également en finance. Et donc d'avoir été, par exemple, le premier groupe à lancer un placement privé européen sur la place de Paris. Donc un EuroPP, ça date de quand? C'était en 2012. Donc on a, comme on dit, ouvert le marché. Également accompagner le mouvement en matière de couverture des risques avec une captive d'assurance. Là, on fait partie aussi des premières entreprises en France à l'avoir créé, ou d'ouvrir notre capital avec la complexité qui vous a été exposée également aux agriculteurs. Donc rechercher l'innovation, rechercher la transformation en permanence être en mouvement. Et puis peut-être une troisième fierté, pour rebondir sur votre question sur les ressources humaines, on a eu un vaste mouvement là cet été où les retours qui me sont faits aujourd'hui des métiers, c'est de se dire que les profils sont parfaitement adaptés et des collaborateurs, leur épanouissement aujourd'hui dans les fonctions qu'on leur a confiées. Un dernier mot peut-être sur la partie, effectivement, je vous ai posé la question sur un doute ou en tout cas voilà, un challenge, un moment difficile ou un challenge pour l'avenir par rapport à ce beau groupe, de ce beau champion tricolore que vous accompagnez et le rôle que vous y jouez? Un doute. D'abord, pour moi, le doute est salutaire. Il permet de couvrir plusieurs angles d'analyse, d'envisager différentes options. La condition, c'est à un moment, il faut en choisir une, et puis il faut exécuter, il faut se mettre en action. Le questionnement, la période de doute la plus importante a été peut-être à ma nomination en 2008. Donc je suis nommé en octobre 2008. Donc là, le monde est en train de changer. Lehman Brothers vient de se casser la figure. Vous êtes nommé à quel mois? 1er octobre. Ah oui, donc vous étiez en plein dedans, quoi. Absolument, absolument. Et donc on voit le monde d'abord, mes propres attributions augmenter, financement, communication financière. Autour de soi, on voit le monde évoluer, des banques disparaître, ce qui était absolument totalement inconcevable, des financements beaucoup plus difficiles à obtenir, des investisseurs qui tout d'un coup, plutôt que de spéculer à court terme, se posent la question des fondamentaux de l'entreprise. Et puis autour de moi, une équipe très largement renouvelée, donc qui n'a pas d'expérience, et de se dire mais comment on va arriver à faire face. Et je dirais que c'est peut-être ce qui a été la meilleure chose, c'est de se dire que dans cet environnement, les vieilles recettes ou les vieux réflexes, ça ne fonctionnait plus. Et donc il fallait réinventer un certain nombre de choses, remettre peut-être aussi un peu de bon sens à des époques où on parlait des IFRS, etc., ce qui a perturbé la vision, mais cash is king dans ces conditions-là. Et donc, ce renouvellement des équipes, cette nécessité de réinventer quelque chose a été une réelle opportunité. Je pense que c'est dans ces situations-là qu'on se transforme. Donc ça a été extrêmement instrumental pour notre transformation, ça a été aussi très instrumental pour ma propre formation. J'imagine. J'ai appris très rapidement. À n'en point douter. Voilà, mais ça a été très enrichissant cette période, très intense. C'est le moment où vous pensez que votre duo avec Christophe, c'est peut-être encore plus matérialisé, mis en place, évidemment du fait de votre nomination, mais du fait de devoir passer cette étape ensemble. Alors, évidemment, ça resserre les rangs avec la direction générale, ça resserre les rangs aussi avec les équipes, et il y a vraiment, j'espère que vous l'avez senti tout à l'heure, un extraordinaire sentiment du collectif. La direction financière n'est que le reflet de ce qu'est Bonduelle. Il y a un sentiment du collectif qui est extrêmement fort, et puis c'est la confiance que l'on a dans les collaborateurs, c'est pas dans les process, c'est pas dans les systèmes, c'est pas dans les outils. Encore une fois, être convaincu qu'on a la bonne personne au bon endroit est quand même clé dans ces situations totalement perturbées. Et très clairement, ça soude une équipe, ça soude une organisation. Merci Grégory Sanson. Merci Mathieu. Merci beaucoup.